Une femme aux yeux marrons est assise derrière une chaise en train de regarder des papiers. Elle demande si la fille dit qu'elle a envoyé la demande il y a 2 semaines, car elle a envoyé une demande pour apparemment l'approbation n'est pas encore arrivée. La jeune femme comprend maintenant la situation, et la femme lui dit qu'elle la contactera dès que le livre sera livré, et elle demande si la jeune fille habite dans le village de Dienta. Mais le personnage principal ne regarde que la femme et voit au-dessus de sa tête qu'elle mourra le 22 décembre, 482 des suites d'une maladie. Elle regarde la jeune femme et lui demande si elle a quelque chose sur la tête, et le personnage principal dit « Non ». Elle dit aussi que la femme peut envoyer un télégramme comme toujours et qu'elle reviendra un peu plus tard. Alors que la jeune fille quitte le bâtiment, elle pense que quelqu'un dirait que c'est un véritable cadeau. Mais en réalité, elle ne sait même pas si un tel pouvoir peut être considéré comme une bénédiction. Après tout, lorsqu'ils se rencontrent, ils regardent toujours par habitude les prédictions au-dessus de la tête d'une personne au lieu de répondre à une salutation. La jeune femme se demande ce qui se passera si elle rencontre par hasard une personne dont le jour de décès est prévu pour demain. Habituellement, dans des situations comme celle-ci, vous pouvez faire comme si elle ne savait rien. Après tout, elle n'est qu'Eshana, as vivant dans un petit village. Elle n'a pas de but particulier, ni de grande mission, et elle ne veut pas se charger. Alors elle rentre toujours chez elle, avec la pensée qu'elle est égoïste. La fille voudrait que tout soit exactement comme ça. Mais ensuite, elle court vers le gars et lui dit de faire attention sur le chemin du retour le soir. Le jeune homme lui demande de quoi elle parle, et le personnage principal répond qu'il fait si sombre la nuit que même les lampadaires ne sont pas allumés. Il doit donc faire attention, car il peut reculer un peu et mourir sous les routes d'une charrette qui passe. La jeune fille prétend que plus tard, lorsque cela se produira, elle ne devrait pas dire quelque chose comme « Quel dommage que je ne l'ai pas écouté ». La fille dit qu'à en juger par ses livres, il obtient un doctorat. Et a-t-il une idée de combien ce serait ennuyeux de mourir sans jamais avoir obtenu son diplôme de l'université? Puis la jeune femme le quitte. Le gars lui crie dessus, car il ne comprend pas de quoi parle la fille. La jeune femme se souvient seulement de la façon dont sa mère s'adressait à elle et lui disait qu'il n'y avait pas de division entre le bien et le mal, ou entre le bien et le mal, mais seulement un choix de prendre le chemin difficile ou le chemin facile. Et nous seuls faisons ce choix. Mais la jeune femme ne comprend pas du tout pourquoi tous les chemins deviennent difficiles pour elle. Puis la jeune femme rentre chez elle, où sa mère la retrouve. Elle demande si la fille est retournée à la bibliothèque. Le personnage principal dit oui, mais le livre dont elle a besoin manque toujours. Et Fabiz est un vrai village, une charrette de nom, seulement. Maman sourit et dit qu'en fait, elle n'a pas encore obtenu le statut de ville. Puis, il montre le médicament et demande à H s'il peut l'apporter à grand-mère Carole après le dîner. La jeune femme prend le médicament et demande si sa grand-mère est toujours malade, et sa mère répond qu'elle est déjà à cet âge où le processus de guérison n'est pas le plus rapide. Puis la fille demande si elle peut les prendre tout de suite. Maman dit que ce serait génial et qu'elle devrait y aller avant qu'il fasse nuit. Puis la jeune femme se dirige vers la sortie et dit qu'elle est rapide. Eshana comprend que sa grand-mère va mourir dans 3 mois. Elle se rend compte qu'il existe un mauvais destin qui peut être changé et qui se traduira par une simple frayeur. Mais il y a un destin qui est destiné à se produire. Une jeune femme s'approche de la maison de sa grand-mère. Elle entre et la salue. La dame âgée salue également sa petite fille et lui demande si elle a dîné, puis lui propose quelque chose à manger. Le personnage principal dit que sa mère est en train de préparer le dîner, puis tend le médicament à sa grand-mère et lui demande de le prendre, mais lorsqu'elle regarde la date et la cause du décès de sa grand-mère, elle voit que la date est écrite comme dans un liquide rouge. La jeune femme soupire et pense que tout est comme d'habitude, car peu importe combien de fois elle a vu de telles prédictions, elles sont toujours rouges. Puis la jeune femme regarde la fenêtre ouverte et demande si sa grand-mère a à nouveau la fenêtre grande ouverte. Eshana s'approche de la fenêtre. Elle affirme avoir demandé à sa grand-mère de ne pas faire cela, car elle avait déjà un rhume. À ce moment-là, la jeune femme est plongée dans ses pensées et se demande pourquoi exactement elle a ce pouvoir. Elle aimerait ne pas voir de telles prophéties du tout. Eh bien, puisqu'on ne peut rien y faire, alors qu'il en soit ainsi. Après cela, la jeune femme rentre chez elle le soir. Elle se rend compte qu'elle est restée plus longtemps que prévu. La fille pense que cela n'est pas surprenant, car dès que vous commencez à parler de ses petits-enfants, la conversation peut durer éternellement. Lorsque la jeune femme s'approche de la porte, elle pense à quel point il fait froid. Mais quand il voit les empreintes de liquide rouge sur la porte, il est surpris.
Elle entre immédiatement dans la pièce et pense à ce qui s'est passé là-bas. Car lorsqu'elle est partie, la prédiction de sa mère était la même qu'avant. Mais soudain, en se retournant, elle voit un jeune homme allongé dans les buissons. Et Shanna se demande quel genre d'homme c'est. Elle voit de terribles blessures sur tout son corps et se rend compte qu'il respire à peine. La fille ne comprend pas ce qui se passe et essaie de toucher le gars, mais il lui attrape immédiatement la main. Le jeune homme la regarde droit dans les yeux et lui demande de l'aide. Mais le personnage principal ne regarde que la date et la cause de son décès. La fille, utilisant sa capacité, est choquée, car l'inscription au-dessus de la tête du gars est rouge, et dit qu'il mourra de ses mains en l'an 427. Le personnage principal se souvient de la façon dont elle s'est réveillée dans ce monde, alors qu'elle était bébé. La fille était couverte de bandages, et deux parents la regardaient. Sa mère demandait si Ash avait repris ses esprits, et son père demandait si quelque chose lui faisait mal. Et Shanna les regarda avec sa capacité et vit leur raison et leur date de décès. Mais elle n'avait qu'une seule question. Alors elle s'est tournée vers le couple. Maman a demandé ce qui dérangeait la fille, et lui a suggéré de dire les choses telles qu'elles sont. Mais la jeune femme a seulement demandé qui ils étaient. Les parents ont immédiatement commencé à serrer leur fille dans leurs bras. Le personnage principal ne se souvenait de rien du tout, et ce sont ces personnes qui lui ont tout raconté du début à la fin. Le nom du bébé est Eshana As, et ces personnes sont ses parents. Un jour, la jeune fille escaladait la montagne pour aider ceux qui vendaient des médicaments. Mais soudain, elle trébucha et se cogna violemment la tête. À ce jour, sa mémoire n'est pas revenue. Même si on lui avait tout dit et qu'elle comprenait plus ou moins ce qui se passait, personne ne pouvait expliquer pourquoi elle voyait ces chiffres au-dessus des têtes des gens. La petite fille a regardé différentes dates et causes de décès. Alors que les villageois de Dienta mouraient, la signification de ces inscriptions lui est venue, même si cela a pris beaucoup de temps. La jeune femme demanda à sa mère si l'homme était mort, et elle prétendit qu'il était tombé en plein jour, bien qu'il fût en parfaite santé. Le gars rentrait chez lui à pied et a probablement glissé sur la berge mouillée et est tombé dans la rivière. Et il semblait qu'il nageait bien, mais tout s'est transformé en une telle tragédie. Mais après tout, tout est la volonté du ciel. Le personnage principal s'adresse ensuite à la femme en l'appelant « toi », mais elle lui demande seulement quel genre d'enfant est le bébé, et quand elle commencera enfin à l'appeler maman. Et Shanna demande quelle année, quel mois, et quelle date nous sommes, et sa mère répond que c'est le 12 mai 1941. Puis la jeune femme se souvient du même villageois, qui est mort noyé, et pourtant il a eu un destin funeste. Maintenant la jeune femme comprend qu'elle voit le destin d'une personne, écrit devant elle, et qu'elle ne peut pas intervenir. Pour une raison quelconque, c'est exactement ce que pensait Eshana. Cependant, alors qu'elle balayait la cour, l'un des villageois a dit que son ami avait presque eu des ennuis. Et c'est une bonne chose que la charrette soit tombée en panne ce jour-là, car s'il était parti comme prévu, lui aussi aurait été couvert par une avalanche. Le gars prétend que le destin lui-même l'a sauvé, et le personnage principal regarde cela avec intérêt. Elle comprend que même sans son intervention personnelle, les prédictions des gens changent parfois. Elle voit que les chiffres ont encore changé, et que cet homme aurait dû s'étouffer aujourd'hui. La fille pense que si c'est le destin, alors ce qui se passe ne devrait-il pas être précisément prédéterminé? Et à partir de ce moment-là, la jeune femme a commencé à appeler cela, non pas la volonté du destin, mais seulement un résultat possible. Alors, la jeune femme commença à donner des conseils à tout le monde. Elle dit à l'un des villageois qu'il ferait mieux de ne pas aller au lac aujourd'hui, car il y faisait trop froid pour faire du bateau. Et elle dit au deuxième qu'il devrait réparer le chariot, car il était dangereux de conduire avec un chariot bancal. Elle a suggéré à une dame qu'au lieu de grimper la montagne, il devrait aller au lac, car aujourd'hui était une journée merveilleuse pour nager. Les villageois ont remercié la jeune fille de leur avoir sauvé la vie. C'est peut-être grâce à elle qu'ils sont restés en vie, même s'ils ont failli avoir des ennuis. Ils ont tous dit que la fille était vraiment l'enfant d'un porte-bonheur. Mais la jeune femme ne savait même pas si on pouvait appeler ça ainsi, car voir la mort de quelqu'un d'autre ne porte clairement pas chance. Maintenant, la jeune femme regarde son père soigner les blessures de ce même garçon. Elle pense qu'une seule fois dans sa vie, elle a vu un nom devenir la cause de la mort. Un homme du village de Fabiz a été tué par un homme qui vivait à côté. Par conséquent, si un nom est inscrit dans la colonne « raison », cela signifie que cette personne en particulier deviendra une menace pour la vie de quelqu'un. Mais la jeune femme ne comprend pas pourquoi ce doit être elle. Le père se tourne vers sa fille et lui demande de changer l'eau.
Le personnage principal accepte et se met au travail. À ce moment-là, elle pense que pour une raison quelconque, elle n'est pas sûre de ne tuer personne, car soudainement, ce sera la mort pour se sauver. Mais cela semble même étrange. Et Shanna regarde le gars et se demande qui il est. Le père affirme qu'il ne restait plus une seule tache vivante sur le corps du jeune homme. Mais ce type a l'air plutôt bien. Alors le père demande ce qui s'est passé, puisqu'il est dans un tel état. Maman s'approche du personnage principal et dit qu'au fait, le gars est tellement beau et qu'il semble être issu d'une famille noble. Bien que les vêtements soient déchirés, le tissu est clairement de la plus haute qualité. Le père finit de soigner les blessures. Il se dirige vers la porte et dit qu'ils ont terminé les premiers secours. Donc maintenant, tout ce qu'il peut faire est de se reposer. Maman dit simplement à son mari que c'est un bon travail et dit ensuite à Ash qu'ils vont partir maintenant. Ensuite, la jeune femme reste seule dans la pièce, elle s'assoit sur une chaise et pense aux paroles de sa mère sur le fait que le gars est beau. En regardant le jeune homme, elle pense qu'il est vraiment mignon. Mais on pourrait même penser qu'il s'agit d'une poupée. La fille s'appuie sur sa main et pense qu'il est également arrivé qu'ils doivent mourir dans 5 ans aux mains de Eshana Aas. Et pourquoi son destin est tel, et aussi pourquoi il est venu là, et quelle en était la raison. La jeune femme, pensant à cela, s'endort près de la bougie. Mais à ce moment précis, l'ombre de quelqu'un tombe sur elle. Il s'avère que c'est le même gars aux cheveux noirs. Le personnage principal continue de dormir paisiblement. Elle a rêvé qu'elle errait dans une obscurité impénétrable, mais quelqu'un lui a attrapé la main. Lorsque la fille se retourna, elle vit un garçon aux cheveux noirs. Il lui souriait sincèrement. La jeune femme lui sourit en retour, réalisant que c'était ce type qui l'avait amenée à la lumière. Mais soudain, elle réalise qu'elle a déjà vu ce visage quelque part. Puis le jeune homme lâche sa main, et Eshana est choquée et pense à qui il est. Mais soudain, la fille se réveille. Elle regarde la bougie et pense à quel étrange rêve c'est. Mais elle est complètement épuisée. Mais lorsque la jeune fille tourne la tête, un poignard est immédiatement planté sur son cou. Il s'avère qu'il s'agit du même jeune homme aux cheveux noirs. La brune demande à la jeune femme de répondre. Pourquoi elle l'a sauvé? Le personnage principal pense que c'est tout, car dans 5 ans, elle devra l'achever. Mais elle ne peut pas répondre à cette question avec certitude. Le gars demande si c'est un ordre du troisième prince. Il demande où est la fille et qui elle est, et si elle a décidé de le kidnapper et de le garder en otage. Il lui dit de répondre tout de suite, parce que si elle ne répond pas, mais le personnage principal ne le frappe que sur la blessure, ce qui fait hurler de douleur le gars. La jeune femme, le regardant, dit qu'elle n'a aucune idée de qui est ce troisième prince. Et maintenant, il est dans le village de Dienta. En plus, elle l'a sauvé pour ne pas le kidnapper ou le prendre en otage, car le gars a perdu connaissance juste dans leur cour. Le gars est choqué par cela, et le personnage principal pointe simplement sa main et prétend qu'il l'a lui-même attrapé par le poignet et lui a soudainement ordonné de le sauver. Et puis elle lui demande s'il se souvient de quelque chose. La fille se demande qui est ce type. Et il ne ressemble pas du tout à une personne qui peut imaginer un couteau sous la gorge. Eshana regarde les bandages dans le liquide rouge. Elle se lève de sa chaise et dit qu'ils ont seulement arrêté le saignement et demande pourquoi le gars bouge. La jeune femme dit alors qu'il faut appliquer un nouveau pansement. Après quoi, elle sort des bandages de la trousse de premier secours et se tourne vers l'homme lui demandant pourquoi il s'est levé et s'il doit être soigné debout. Après cela, le jeune homme s'assoit sur le lit et lui tend la main. Le personnage principal le regarde simplement, et il lui demande ce qu'elle regarde. La jeune femme pense qu'au début, il tenait le couteau avec cette main, et maintenant il l'a étendu pour qu'elle puisse guérir. La fille se rend compte que, peu importe comment vous la regardez, elle est assez intéressante. Après quoi, le personnage principal soigne sa blessure. Et puis elle dit qu'il est trop tard, mais son nom est Eshana Aas. Et dans ses pensées, il ajoute que c'est la raison de sa mort, 5 ans plus tard. Le matin, la jeune femme se réveille à cause du bruit, et lorsqu'elle se retourne, elle voit un visage familier à la porte. Il s'avère que c'était cette même brune. Il dit que depuis qu'elle s'est réveillée, peut-être qu'il peut au moins l'aider. Mais le personnage principal ne sort du lit qu'avec difficulté et soupire de mécontentement. Le jeune homme est choqué par cela. Il demande à la fille quel genre de respiration elle vient de prendre. Mais Eshana le regarde sérieusement. Cela rend le gars un peu embarrassé, et la jeune femme pense à ce moment-là que son visage est certainement une œuvre d'art, mais son expression est tout simplement horrible. Le jeune homme demande déjà combien de fois il doit poser la question avant qu'elle daigne répondre. Mais le personnage principal dit seulement qu'elle a remarqué hier qu'il n'a aucune idée de ce qu'est une demande polie. La brune prétend seulement qu'il n'a pas l'habitude de demander quelque chose.
Et Eshana dit que dans son état actuel, cette compétence ne serait pas du tout superflue. Et après cela, la fille demande ce qu'il veut du tout, car lui-même peut facilement ouvrir la porte et aller chercher de l'aide. Le jeune homme prétend que c'est trop pour lui, et le personnage principal dit à quel point il est fier. Le gars répond que la fierté est son principal atout. Mais la jeune femme le regarde simplement et pense que ce ne sont que des mots. Elle soupire et pense qu'elle va probablement l'achever parce qu'elle ne supporte plus ce personnage. Après quoi, Eshana demande quel est le problème. Le brun veut dire qu'il a fait un cauchemar, mais il s'interrompt au milieu de sa phrase et dit qu'il dormait, et que lorsqu'il s'est réveillé, le saignement a recommencé tôt. Il montre ses blessures et dit que, puisqu'il est arrivé là, il devrait laisser la fille partir et lui apporter de l'aide. La jeune femme regarde les blessures et pense qu'elles ont l'air extrêmement graves, mais il est surprenant que le gars soit toujours debout. Le personnage principal conclut alors qu'il semble dormir de manière très agitée. Alors elle dit simplement au jeune homme de s'asseoir en premier. La jeune femme pense qu'il a l'air très malade et qu'il est littéralement pris de sueur froide. Après quoi, elle s'assoit derrière lui et commence à déballer ses blessures des bandages sales. Mais alors le jeune homme crie et demande si elle va le faire elle-même. Eshana Genia comprend ce qui ne va pas et demande ce qui ne va pas avec ça. Son Altesse tout rouge crie qu'elle est une femme et qu'il est un homme. Mais le personnage principal le regarde simplement calmement. Et il dit que pour être précis, il n'est qu'impatient, puis demande à Togo d'être plus silencieuse. La fille pense qu'étant donné la façon dont il parle et la prudence avec laquelle il se comporte, il semble qu'il soit en fuite. Alors, le personnage principal se demande si elle a bien fait de le laisser entrer dans la maison. Elle pense également qu'elle doit demander au gars de partir le plus tôt possible, car elle a peur qu'attendre qu'il se rétablisse complètement prenne trop de temps. Mais s'il fait d'une manière ou d'une autre du mal à sa famille, la jeune femme est tirée de ses pensées par cette même brune, et lui demande si elle fait tout cela bien, ou si elle admire simplement son corps. Mais après ces mots, le personnage principal appuie immédiatement sur son point sensible, ce qui fait hurler le gars de douleur. Eshana pense qu'au diable, les blessures, et qu'elle devrait peut-être le renvoyer tout de suite. Mais la brune demande seulement si elle a dit hier que ce village s'appelait Dienta, puis dit qu'il est vraiment allé jusqu'ici. Eshana le regarde et pense qu'elle n'a pas besoin de connaître les circonstances des invités non invités, et elle n'a pas besoin de s'approcher d'eux non plus. Et c'est encore plus vrai pour la personne dont la mort a été causée par elle. Alors la jeune femme dit simplement qu'elle a fini. La brune la remercie, un peu gênée. La jeune femme est surprise car elle connaît même de tels mots. Après cela, elle remet les médicaments et dit qu'elle va maintenant aller au moins prendre son petit déjeuner et demande au patient s'il veut bien se joindre à elle. Le jeune homme lui demande pourquoi elle l'appelle patient. Le personnage principal lui tend simplement la main et dit qu'elle ne connaît pas son nom. Alors comment devrais-je l'appeler? Mais le gars ne réagit en aucune façon à cela et reste silencieux pendant un moment, puis dit « Fel ». La jeune femme demande ce que cela signifie, et le gars dit juste de l'appeler Fel. Le personnage principal y réfléchit. Elle pense que cela signifie que le gars, habillé comme un aristocrate, ressemble à un aristocrate, et pourtant son nom est Fel. La fille comprend que ce n'est clairement pas un nom complet, et que cela ressemble plutôt à une sorte de surnom affectueux. Alors elle le regarde et pense qu'elle devrait peut-être demander, mais elle ne peut pas résister au charme du gars. Alors elle soupire et dit d'accord, et même si elle ne pense pas qu'elle aura une raison de l'appeler par son nom, elle l'invite à y aller. Cependant, dès qu'ils ouvrent la porte pour quitter la pièce, une épée est immédiatement pointée sur eux. Le chevalier demande « Qui est la fille ?» Le personnage principal reste silencieux, mais quelqu'un crie son nom. Il s'avère que ce sont les parents. Ils sont assis attachés sur le sol inquiets pour leur fille. Eshana se rend compte qu'elle n'aime plus du tout ça. Il lui demande à nouveau qui elle est et lui crie de retirer ses mains de son Altesse, car comment ose-t-elle le toucher? La jeune femme dit que, puisqu'il demande tant, elle va lâcher prise et jette immédiatement la main de son Altesse. Il crie immédiatement et dit qu'il n'aurait pas dû lâcher prise si brusquement. Après quoi, le jeune homme regarde ses chevaliers avec colère, puis claque sa main sur la porte et leur crie de ranger immédiatement leurs épées, puis demande quel genre de cirque ils installent là. Les chevaliers sont un peu choqués par cela, mais ils tombent immédiatement à genoux en obéissance à son Altesse. Le gars regarde le personnage principal et la fille le regarde en retour et pense que l'homme qu'elle est censée tuer s'appelle son Altesse. Eshana se souvient à qui l'on s'adresse de cette manière dans leur empire de nos jours. Mais il n'y a que 3 jeunes hommes avec un tel titre, et c'est l'héritage des princes d'Elior. Il s'avère qu'à cet instant juste devant elle, l'un d'eux est blessé. C'est pourquoi la fille comprend que quelque chose s'est passé dans la capitale.
Elle se souvient comment le garçon a posé des questions sur l'ordre du troisième prince, et il devient clair pour elle que le coupable de ce qui s'est passé est ce même troisième prince. La jeune femme se demande alors qui est ce type et s'il s'agit du premier ou du deuxième prince. Mais à ce moment-là, le jeune homme crie que cette fille ne l'aide que lui, mais ces deux-là. Le personnage principal le complimente et dit que ce sont ses parents et que ce sont eux qui ont soigné Son Altesse pendant plusieurs heures hier. Puis le gars se tourne vers elle sous le choc, puis se retourne vers le chevalier en colère. Il se tourne vers Hérodion, puis crie qu'il ne connaissait même pas toutes les circonstances de la situation et l'a immédiatement exposé. Le jeune homme crie également que sa bouche bavarde ne mènera à rien de bon, et vous lui demandez alors ce qu'il compte faire lorsqu'il sera retrouvé. Son Altesse est à cran, et le personnage principal soupire et dit qu'elle n'a pas vraiment l'intention de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, et suggère finalement de prendre le petit déjeuner. Mais elle se demande alors si elle a vraiment besoin de nourrir les gens qui ont d'abord envahi sans permission et qui ont ensuite pointé des épées sur eux. Cependant, la jeune fille comprend que, connaissant le bon cœur de sa mère, elle ne l'écoutera pas. Par conséquent, dans la situation actuelle, il est préférable de faire ce qui est demandé et de se débarrasser du principal coupable le plus rapidement possible. Les chevaliers sont en train de manger à ce moment-là. Lorsque le personnage principal entre dans la pièce, elle dit que lorsqu'ils mangent, ils doivent mettre des médicaments sur les plaies. Après tout, ce sont ses parents qui l'ont préparé personnellement, donc c'est très efficace. Les chevaliers échangent des regards. Après quoi, l'un d'eux dit qu'il est très reconnaissant et qu'il ne s'attendait même pas à être traité. Après quoi, ils crient tous à la fois demandant pardon. La jeune femme dit que les excuses suffisent et que puisqu'ils ont tout réglé, qu'ils prennent ces médicaments. Alors, l'un des chevaliers accepte et dit qu'il devrait au moins le laisser faire la vaisselle, tandis que les autres veulent aussi faire au moins quelque chose. Alors la jeune femme accepte. Elle dit que c'est seulement après le traitement qu'elle remet des chiffons propres et de l'eau pour essuyer les plaies. Après cela, ils sont tous guéris, et l'un des chevaliers s'approche du personnage principal. Il dit qu'il est vraiment désolé d'avoir pointé une épée sur elle, il n'y a pas longtemps. Et pourtant, ils se sont précipités là-bas, avec une telle hâte, en suivant les traces, qu'ils ont oublié la nécessité de penser rationnellement. Le personnage principal dit qu'il n'est pas nécessaire de l'appeler Milady et de le laisser dire de quelles traces il parle. Hérodion dit qu'il fait référence aux empreintes de mains sur la porte ainsi que dans la cour. Le personnage principal l'a complètement oublié, car elle avait vraiment peur. Le chevalier dit qu'elle a dû se rendre compte elle-même que le jeune homme était un prince. La jeune femme dit qu'elle n'a pas entendu grand-chose, donc il n'y a pas besoin d'expliquer. La jeune fille affirme qu'en général, elle-même a supposé hier qu'ils avaient clairement affaire à une personne noble, et lorsque les chevaliers sont entrés, elle a immédiatement tout compris. De plus, Eshana dit qu'elle gardera secret le fait qu'ils les ont honorés de leur séjour, même de courte durée là-bas, afin qu'ils n'aient pas à s'embêter avec des explications ou à leur demander de garder la bouche fermée. Puis le chevalier s'incline et dit « Ok », et le personnage principal dit qu'elle accepte ses excuses et qu'il a dû être très inquiet. À ce moment-là, Fell s'approche d'eux. Ban dit que le chevalier l'étonne vraiment, et le gars demande s'il a perdu toute sa mémoire au petit déjeuner. Le prince demande si le gars en a assez de parler de lui à tout le monde, et lui demande également s'il garde la bouche fermée. Le chevalier s'excuse simplement, et son Altesse lui demande s'il a dit cela trop doucement. Mais le personnage principal leur dit d'arrêter, car elle sait déjà tout, donc maintenant cette histoire n'aurait pas beaucoup d'impact. Son Altesse dit alors à son serviteur qu'il est libre, puis la brune fixe le personnage principal. La fille lui demande s'il veut dire quelque chose. Le jeune homme hésite un peu, et Eshana sent déjà les difficultés. Le jeune homme ne sait même pas comment le dire. Il prétend que la fille a déjà fait beaucoup pour lui, mais il espère qu'elle pourra l'aider avec autre chose. Le personnage principal dit simplement que sa capacité à poser des questions grandit sous ses yeux, et demande s'il voit comment il peut s'améliorer dans la pratique. Mais elle accepte et dit qu'elle écoutera d'abord son Altesse. Après cela, le prince dit qu'il est actuellement traqué. Il doit donc se cacher, mais il ne peut pas aller dans un abri sûr à cause de ses graves blessures. Alors il demande à y rester. Quand la brune dit que c'est vrai, la jeune femme pense qu'elle s'attendait de toute façon à quelque chose comme ça, et le gars ajoute seulement qu'elle ne devrait pas l'appeler Son Altesse, à moins que la fille, bien sûr, ne veuille que tout le village le sache, et si elle veut s'adresser à lui, elle peut simplement l'appeler Fell. La jeune fille dit qu'elle n'a pas besoin de s'adresser à lui du tout, mais le jeune homme la regarde simplement un peu froidement
et dit que d'une manière ou d'une autre, elle sait maintenant qu'ils essaient de retrouver le prince héritier de l'Empire. Il dit qu'il ne pense pas que la fille soit intéressée par les détails, donc il ne va rien lui dire. La brune affirme que même s'il le recherche toujours malgré tout, il reviendra dans la capitale et prendra la place qui lui revient. Et puis, il récompensera certainement la fille pour sa gentillesse, peu importe le temps qui passe, même 1 an ou 5 ans. Il la remboursera certainement. Donc la jeune femme ne devrait pas s'inquiéter. Le brun ajoute également qu'il est un homme de parole. Mais le personnage principal pense que dans 5 ans, il ne pourra en aucun cas la rembourser. La fille dit qu'elle comprend plus ou moins ce qu'il veut, mais qu'il lui faudra au moins 10 jours supplémentaires pour se rétablir. Elle lui demande alors quand exactement il compte partir, et son Altesse répond qu'il pense qu'1 semaine lui suffira amplement. Le personnage principal dit que ce n'est pas si simple, mais Fell insiste sur le fait qu'1 semaine est vraiment suffisante. Alors la jeune femme accepte et lui dit de faire ce qu'il veut. Le même jour, l'un des chevaliers coupe du bois. Il demande à Eschanou si ce qu'il a coupé est suffisant. La fille dit que c'est assez et remercie le gars. Et puis il dit qu'il n'aurait vraiment pas dû le faire du tout, mais le chevalier dit simplement qu'ils leur ont fourni de la nourriture et un abri, donc c'est le moins qu'il puisse faire pour eux. Après quoi il demande s'il peut aider avec autre chose. Eshana dit alors que ce serait merveilleux s'il prenait soin de ces dames qui attendent également de le nourrir. Le gars est choqué par cela, mais les femmes avec de la nourriture disent seulement que même si le jeune homme est si fort, il est un marié parfait pour leur fille. Le personnage principal s'en va rapidement, et derrière lui, elle entend le chevalier crier que plus rien ne rentrera en lui. 2 jours se sont écoulés depuis que Fell et l'escouade de chevaliers sont arrivés au village. Lorsqu'il a demandé pour la première fois à rester là-bas, il voulait certainement dire qu'il serait silencieux. Le gars a affirmé qu'il ferait de son mieux pour s'assurer que la fille n'aurait aucun problème et que ce serait un véritable casse-tête pour lui si tout le monde découvrait qu'il était harcelé. Mais même si ces gars-là semblent parfois un peu stupides, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas attirer l'attention, donc la jeune femme ne devrait pas s'inquiéter. Après tout, ils seront plus silencieux que l'eau et plus bas que l'herbe, et ensuite ils partiront tout aussi silencieusement, a-t-il dit. Mais en réalité, les choses sont un peu différentes, car chaque matin, les chevaliers avaient des séances d'entraînement matinales animées, et après, eux, il y avait des bains francs dans la cour, et ils intervenaient aussi sans cesse dans les affaires des autres. Le personnage principal se demande si cela s'appelle « aussi silencieux qu'une souris ». La jeune fille n'avait même pas remarqué à quel point ce village était exigu et leur imprudence était assez grande. Soudain, quelqu'un prend le bois de chauffage du personnage principal et lui demande s'il peut l'aider. Il s'avère que c'est l'un des chevaliers. La jeune femme le remercie. Elle se rend compte qu'il s'agit du chef des chevaliers, Hérodion, et apparemment il se sent coupable d'avoir pointé une épée sur elle sans réfléchir. C'est pourquoi le gars l'aide constamment. Je peux vous dire que c'est une aide énorme, mais c'est lui qui apportait des couleurs positives à tout ce qui se passait. La jeune femme pense que le village n'a pas connu une atmosphère aussi animée depuis longtemps, car les gens autour s'amusent. Et les parents de la jeune fille peuvent se reposer un peu après l'apparition de tant de mains ouvrières. Le personnage principal pense qu'il y a quelque chose de bien dans de telles situations, mais soudain quelqu'un crie de face. Il s'avère qu'il s'agit de son Altesse, et le personnage principal pense que tout irait bien si seulement cet homme n'était pas là. À ce moment-là, la brune demande si elle connaît bien la nature de la région. « Vous êtes dans ces montagnes derrière eux ?» Eshana dit qu'elle y va souvent pour cueillir des herbes. « On peut donc dire ça ?» Alors le jeune homme dit de l'emmener là-bas. Le personnage principal demande s'il va dans les montagnes dans un tel état. Mais Fell dit seulement qu'il a besoin de trouver quelque chose. Alors, le chevalier dit que s'il dit exactement ce que c'est, il prendra les chevaliers et ils le trouveront. Mais le prince refuse. Il prétend qu'il doit tout faire, lui-même. Hérodion s'inquiète pour son maître, mais ne peut rien dire. Et le personnage principal à ce moment-là accepte, mais elle prétend qu'elle a une condition. La jeune fille désigne le chevalier qui se tient à côté d'elle et dit que sœur Hérodion ira avec eux. La jeune fille demande alors si dans une situation où il est traqué, la sécurité serait inutile. Le prince ne sait pas quoi répondre à cela. Alors il se retourne simplement et lui dit de faire ce qu'elle veut. Le personnage principal dit que c'est génial et suggère qu'ils partent immédiatement, puis dit au chevalier de simplement laisser le bois de chauffage quelque part à proximité. Alors qu'ils se mettent en route, la jeune femme demande ce que recherche exactement le prince. Le gars répond qu'il cherche un collier avec un médaillon en argent. Puis Eshana y réfléchit
et le prince dit que si cela le trouve, alors il ne devrait jamais regarder à l'intérieur. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, la jeune femme lui demande s'il est sûr de l'avoir laissé tomber dans ces montagnes. Le prince dit qu'il lui semble que oui. La jeune femme déclare que le mot ne semble pas très inspirant, compte tenu de la hauteur à laquelle il doit grimper. La brune dit que le nombre d'heures que cela prend n'a pas d'importance, mais la jeune femme ne sait même pas combien de jours cela prendra, et encore moins d'heures. Elle dit que le prince a dû traverser une chaîne de montagnes, et lui demande s'il a une idée de l'endroit où chercher. Le gars dit qu'il n'est pas tout à fait sûr, mais il semble être descendu vers l'ouest, à partir de cet arbre blanc. La fille pense que s'il essayait d'échapper à la poursuite, il n'aurait pas pu passer par là. C'est pourquoi le personnage principal dit qu'elle pense qu'il serait préférable pour eux de prendre la route escarpée. Le chevalier demande si le maître va bien, et quand il s'approche de la pente, Eshana dit alors qu'elle pense qu'ils ont plus de chances de le trouver là-bas, après quoi elle se tourne vers les gars. Et il dit que s'ils gravissent cette colline, alors ils pourront considérer que la partie la plus difficile est derrière eux. Le prince, respirant à peine, répond « Oui », et puis le chevalier propose de prendre un peu de repos, mais le prince crie qu'il n'en a pas besoin. La fille demande si ces soupirs dérangent également le chevalier, et dit que d'une manière ou d'une autre, ils doivent encore chercher du côté opposé. Alors elle suggère de prendre d'abord une inspiration. Le chevalier suggère alors de fouiller la zone et de les laisser se reposer pour le moment. Son Altesse essaie de s'y opposer, mais le personnage principal lui dit de le faire quand même, et ensuite vous dites que le chevalier doit avoir beaucoup de mal à cause de certains. Après quoi, il reste seul avec le prince, et s'asseoir sous un arbre pour se reposer. Lorsque le prince regarde la jeune femme, il pense qu'elle est une fille inhabituelle, car elle n'essaie pas de faire semblant ou de faire la cour, même si nous savons qu'il est le prince héritier. Et au contraire, il fait comme s'il l'avait déjà obtenu. Le gars pense « Quel genre d'attitude est-ce » Il demande à la jeune femme si elle s'intéresse à lui, et elle répond immédiatement non. Le jeune homme ne s'attendait pas à une telle réponse. Il lui demande si elle s'intéresse même à la raison pour laquelle il cherche le collier, et le personnage principal répond seulement qu'elle ne s'intéresse désormais qu'au moment où ils le trouveront et descendront enfin de la montagne. Le gars se souvient des événements de ce matin-là et pense qu'elle a même traité Hérodino différemment de ce qu'il pensait. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi la fille se comporte ainsi envers lui. Il dit donc que la jeune femme est en effet très étrange. Eshana ne comprend pas de quoi il parle, et le prince prétend que d'habitude, les autres personnes ont juste envie de mieux le connaître. Le personnage principal dit que s'il espère un avenir brillant, il devrait alors contenir son ego. Eshana pense qu'il n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit, car elle a déjà quelques suppositions. Elle se souvient des paroles du prince, selon lesquelles il devrait tout faire lui-même. Il se souvient également de la façon dont il est, lui-même, parti à la recherche de personnes dans un état où il lui était même difficile de marcher. La jeune fille conclut donc que ce collier est une chose très précieuse et qu'elle ne peut le confier à personne, même aux chevaliers qui se défendent. La jeune femme pense que c'est peut-être la vie du prince héritier, mais elle ne comprend toujours pas si sœur Herdion ne mérite pas sa confiance. Mais soudain la fille voit quelque chose de brillant dans les buissons. Elle demande si le prince a dit qu'il cherchait un collier en argent avec un médaillon. Le jeune homme dit alors que tout est exactement comme ça, et le personnage principal demande s'il y a des motifs complexes gravés sur la surface et une petite pierre insérée au centre. Le prince dit que c'est exactement cela, puis il réalise et il crie « Si la fille l'a trouvé !» La jeune femme regarde le médaillon dans ses mains et se demande s'il a été trouvé si vite, elle n'arrive même pas à croire qu'elle l'a vraiment trouvé. Car la jeune fille pensait que ce serait beaucoup plus difficile, car les gens y vont rarement. Et il était également allongé dans l'herbe épaisse. Son Altesse crie, mais il ne peut pas bouger à cause de telles blessures. Le personnage principal se tourne vers lui et lui demande pourquoi il est allé là-bas si tout allait si mal. Son Altesse dit seulement qu'elle parle trop et demande où est la graisse. La jeune femme sort alors la décoration, mais constate qu'elle est un peu recouverte de terre. Alors elle décide de la secouer pour en enlever la poussière. Mais soudain, à cause de telles actions, le collier s'ouvre et ces deux-là sont choqués par cela. La jeune femme le referme alors calmement, puis le tend à son Altesse et dit qu'elle n'a rien vu. Le même lui demande ce qu'elle a dit, et la jeune femme répond qu'elle a peut-être juste jeté un coup d'œil, mais pas en détail. Le prince crie si elle plaisantait et dit au personnage principal qu'elle a déjà tout oublié car elle oublie vite. Puis le gars lui arrache le collier des mains et lui dit de répondre rapidement à ce qu'elle a vu là.
Le personnage principal dit qu'elle n'a rien vu, et elle ne ment pas, car elle n'a vraiment rien vu. En plus de la couleur blanche brillante, le jeune homme lui demande ce qu'elle a vu d'autre, à part la couleur blanche. Et Shanna dit que tout cela est dû au fait qu'elle n'a rien vu d'autre. La fille pense que même si le prince le traite comme s'il s'agissait d'un objet de grande valeur, il n'y avait même pas la photo de quelqu'un à l'intérieur. Il n'y avait rien à l'intérieur du médaillon. À l'exception de la surface d'un blanc aveuglant, c'était exactement la même vue que dans son rêve. Le jeune homme s'approche d'elle et l'appelle par son nom complet. La jeune femme est un peu choquée par cela. Alors, elle le repousse immédiatement. Le gars se met un peu en colère à ce sujet, et la jeune femme lui dit de garder une distance de sécurité. Le jeune homme dit qu'elle est une fille étrange, puis affirme que, dans tous les cas, il est vrai qu'elle n'a rien vu. Le personnage principal demande ce que cela signifie. Et le gars continue, et dit que lui-même ne voit rien là-dedans. Alors il dit que c'est comme ça que ça devrait être. La jeune femme se demande si elle n'aurait rien dû voir, car si c'est le cas, alors lui non plus ne voit rien, là où il devrait clairement y avoir quelque chose. Le gars prétend que ce collier contient un appel à la bonté, et qu'après la cérémonie de devenir empereur, il pourra voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, il est en fuite uniquement pour le protéger. La jeune femme dit qu'elle ne pourrait vraiment rien voir, et le garçon attache le collier autour de son cou. Et puis il dit que si elle le voyait, cela deviendrait un problème. Et Shanna, tu penses qu'il ne lui fait toujours pas confiance. Il semble qu'elle commence à comprendre ce qui se passe et que le troisième prince mentionné plus tôt doit le poursuivre. Mais la jeune femme se rend alors compte que le collier est en possession de cet homme. Cela signifie que Fel va devenir empereur. Et s'il revient dans la capitale comme il l'avait prévu, alors il le deviendra. Maintenant, la jeune femme comprend que son nom est inscrit dans la raison de la mort de l'empereur. C'est pourquoi la fille pense à celui avec qui le destin l'a lié. À ce moment-là, le chevalier revient. Il s'excuse du retard et dit qu'il n'a rien trouvé à l'étage. Le prince héritier dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser, car tout le monde l'a déjà trouvé. Le chevalier est un peu choqué par cela, et le personnage principal suggère de descendre avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'ils approchent du village, la jeune femme pense qu'elle devrait peut-être changer de lieu de résidence, se contrôler ou partir à l'étranger. Son Altesse se tourne vers elle et lui dit de faire attention où elle met les pieds. Mais à ce moment précis, le personnage principal trébuche sur une pierre. Puis le jeune homme lui crie de faire attention et lui attrape la main, mais son corps est immédiatement transpercé par la douleur des blessures. Le personnage principal dit qu'il aurait été préférable qu'il ne l'attrape pas. Et puis elle demande s'il va bien, mais le prince crie simplement qu'elle fait trop de bruit. Le personnage principal sourit, juste un peu, et soupire, et le gars, un peu gêné, se demande si elle a décidé de se moquer de lui. Mais la jeune femme le remercie simplement. Après quoi, le gars se retourne. Et Shanna se demande s'il est contrarié. Et puis vous dites que d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils ont réussi à trouver le collier, maintenant, le gars pourra partir de là plus tôt. Le prince crie « Qu'est-ce que cela signifie plus tôt ?» Et la jeune femme détourne simplement le regard et demande pourquoi il est si surpris. Parce que son Altesse se rétablit très vite. Donc, dans 3 ou 4 jours, ils pourront partir. Le gars demande simplement au personnage principal s'il lui est difficile de l'appeler par son nom. Et Shanna dit seulement comment elle peut se permettre une telle impudence en s'adressant à une personne aussi noble par son nom. La fille pense que dans 3 ou 4 jours, ils atteindront instantanément la capitale par la porte de téléportation. Mais dans ce cas, il y a un risque d'être attrapés par les aristocrates. Ils traverseront donc, probablement, le village. En voyant tant de villages différents sur leur chemin, ils oublieront vite leur petit village. La jeune femme espère que c'est le cas. Mais lorsqu'elle s'approche de la maison, elle voit plusieurs femmes. Le chevalier dit qu'il semble que ces belles dames soient venues aujourd'hui, et la jeune dame répond que c'est désormais monnaie courante ici. Le personnage principal voit que même grand-mère Carole est venue et qu'elle a des problèmes de santé. Mais soudain, la fille réalise quelque chose de terrible. Le prince demande ce qui ne va pas, puisqu'elle s'est arrêtée si soudainement. Mais le personnage principal demande seulement s'il pourrait n'a partir encore plus tôt. La brune ne comprend pas pourquoi elle dit ça. Eh bien, le personnage principal regarde ses proches et voit qu'ils mourront dans 4 ans à cause d'une décapitation. La jeune fille se souvient clairement qu'avant le voyage à la montagne, il n'y avait eu aucun changement dans le sort de ses parents. Mais la jeune femme ne comprend pas ce qui s'est passé et comment cela est même possible. La jeune femme se demande si cela pourrait être à cause de la poursuite, et si cela pourrait être parce que les poursuivants de Fel attaqueraient le village. Mais que se passerait-il si ce n'était pas eux? La brune se retourne et demande quel est le problème, car la fille est très pâle. Le personnage principal le regarde avec horreur
et lui demande si le gars a dit qu'il partirait dans 3 ou 4 jours. Elle attrape ensuite son poignet et dit que si vous y réfléchissez, c'est assez étrange de voir comment tout a changé, juste après qu'il ait trouvé le collier. Son Altesse demande seulement ce qui est arrivé à la fille, et elle dit que, lorsqu'il a été exposé, sa réaction a également été étrange, car il a dit qu'il ne pouvait pas laisser de traces. Et peut-être que maintenant, quand il a trouvé ce qu'il voulait, il a immédiatement changé d'avis et veut tuer tout le monde pour couvrir ses traces. Le gars lui demande ce qu'elle dit, mais le personnage principal ne fait que lui serrer le poignet plus fort. La brune demande à Ash ce qui s'est passé et dit que ça lui fait mal de demander à lâcher prise, et le chevalier demande à Milady de se calmer. Le personnage principal crie qu'elle n'est pas leur Milady, puis dit que dans son état, il sera difficile de tout faire lui-même, et donc le gars va ordonner à ses chevaliers d'exécuter son plan. Ou bien, il le confiera au plus dévoué d'entre tous. La jeune femme regarde le prince avec fureur et se demande si tout cela n'était qu'un jeu. La façon dont il était si amical avec les villageois et la façon maladroite avec laquelle il essayait de lui demander une faveur juste pour pouvoir le faire sans aucun problème, la jeune femme tremble de partout et demande pourquoi. Le chevalier veut aider son Altesse, mais il agite seulement la main pour ne rien faire. Après quoi, Fell dit à Ash de prendre une grande inspiration, parce que tout va bien, puis lui dit d'expirer lentement et de lâcher sa main. Le personnage principal fait exactement cela, et le prince lui demande alors si elle se sent mieux. Mais le personnage principal demande seulement pourquoi il l'appelle Ash, parce qu'elle a dit que son nom était Eshana Ace. Le prince demande seulement si c'est la seule chose qui l'inquiète en ce moment. La fille le regarde sérieusement, et le jeune homme se demande si elle se comporte vraiment comme ça, juste à cause de son nom. Le gars prétend que tout le monde dans le village l'appelle comme ça, et cela lui est soudainement venu à l'esprit. Puis il demande si elle était en colère, seulement parce qu'il l'a appelée par un nom incomplet, et la fille dit qu'elle ne lui a pas permis de l'appeler comme ça. Le prince crie qu'il ne lui a pas donné sa permission non plus, et le personnage principal dit qu'il ne veut pas dire son nom. Alors elle l'appelle Fell, et non pas parce qu'ils sont proches, car son consentement n'est pas nécessaire pour cela. Le prince ne sait même pas quoi répondre à cela, et la fille s'excuse pour ce qui s'est passé. La brune demande à Ash pourquoi elle a commencé à se comporter comme ça, et la fille comprend qu'il l'a appelée Ash à nouveau, et dit que tout cela est difficile à expliquer. Le chevalier comprend la situation, et dit qu'il va s'éloigner 1 minute et qu'ils pourront parler calmement. Le personnage principal dit que ce n'est pas nécessaire, mais le prince s'arrête et lui demande pourquoi elle s'est comportée ainsi. La jeune fille affirme que, pour le dire simplement, elle peut sentir le danger. Le prince demande ce que cela signifie, et la jeune femme répond que si quelque chose menace la vie d'une personne, elle le ressent. Le garçon se souvient qu'il voyait rarement de telles personnes parmi les ecclésiastiques, et la fille pense donc que dans 3 ou 4 jours, quelque chose devrait se produire. Le personnage principal dit que c'est ainsi. Donc, il serait préférable qu'il parte le plus tôt possible. Maintenant, Eshana comprend que si Fell avait eu une telle intention dès le début, les prédictions auraient également changé immédiatement. Le jeune homme demande alors si la fille est Ash the Lucky One, et la jeune femme lui demande s'il en a entendu parler. Le gars affirme que beaucoup de gens disent en cela qu'il ne pense pas qu'il perdra quoi que ce soit s'il écoute Ash Bringing Luck. Après quoi, il dit qu'il écoutera ses paroles, et que dès que son état s'améliorera, il partira immédiatement, au plus tard 3 jours plus tard. Le jeune homme lui demande si elle est satisfaite de ce résultat. Le personnage principal dit que c'est ce qu'il faut, mais elle-même pense que si tout est comme ça, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais soudain, la lumière du pendentif tombe dans ses yeux, et la jeune fille en parle à son Altesse. Le lendemain, tôt le matin, elle frappe à sa chambre, mais il ne répond toujours pas. Ensuite, le personnage principal ouvre simplement la porte. Le prince demande quel genre de personne elle est, et la jeune femme répond qu'il n'a tout simplement pas répondu. Mais le jeune homme crie que si personne ne répond, alors vous ne pouvez pas entrer. La fille regarde le lit et voit des bandages et des médicaments. Alors elle soupire lourdement. Eshana lui demande s'il a des problèmes de dos, puis lui dit de lui donner les bandages et la pommade, car de toute façon, il ne pourra pas l'atteindre lui-même. Et à quoi bon être têtus? Le gars se retourne et dit qu'il n'est pas têtu, il est juste tout à fait capable de gérer la situation lui-même. Fell et les chevaliers partiront demain. Après toutes ces procédures, la jeune femme lui demande ce qu'il veut pour le petit déjeuner. Mais le prince répond que cela ne lui fait aucune différence et qu'il n'a pas besoin de trop s'en soucier. Après quoi il remercie pour l'aide.
La jeune femme pensait que même s'ils n'étaient pas ensemble depuis si longtemps, elle avait un sentiment que ce gars est meilleur qu'elle ne le pensait. Elle comprend qu'il se comporte généralement de manière très impudente, mais malgré la première impression chaotique, il semble avoir un bon caractère. Après tout, il sait exprimer une gratitude sincère et fait des concessions lorsque la situation ne tolère pas de compromis et n'exige pas non plus qu'on lui fournisse gratuitement toutes les commodités. C'est plutôt grâce à Fell et aux chevaliers que la vie est devenue beaucoup plus facile pour eux, car ils aident au nettoyage, travaillent dans le jardin et coupent cire du bois. Le personnage principal pense qu'il devrait rester un peu plus longtemps, mais quand elle regarde sa mère et ses amis, elle pense que cela ne devrait en aucun cas être autorisé. Et pour le bien des villageois, il faut les renvoyer de là au plus vite. La fille soupire et pense qu'il ne reste plus qu'à finir cela. Mais soudain, quelqu'un se tourne vers elle. Il s'avère que c'est un prince. Il tient un bouquet d'herbes dans ses mains et demande ce que c'est et si on peut le manger. Et la jeune femme répond que c'est toxique et que s'il continue à le toucher avec ses mains, elles vont gonfler. Puis le gars la jette immédiatement par terre et crie qu'il faut prévenir à l'avance de quelque chose comme ça. Et la jeune femme dit qu'il ne faut tout simplement pas toucher à tout. Après cela, il s'assoit à la table et le gars demande ce que fait Ash dans la vie. Et la fille dit que son Altesse est maintenant comme un propriétaire et dit qu'elle n'a rien de spécial à répondre car elle nettoie et aide ses parents. Le jeune homme lui demande alors comment elle s'amuse et le personnage principal lui demande ce que signifie s'amuser. Après quoi, le prince lui demande si elle a du temps libre, et Shanna dit qu'elle ne le sait même pas, et ajoute qu'elle va parfois à la bibliothèque. Le prince pense que dans ce village, apparemment, il n'y a même pas de gens de son âge, donc cela lui est compréhensible. Le gars lui demande si elle est allée dans une académie, et de quelle académie elle est diplômée, mais la jeune femme le regarde d'un air vide et reste silencieuse. Puis le jeune homme demande à Ash ce qui ne va pas, mais le personnage principal demande seulement si cela l'amuse de répéter son nom comme ça, parce que cela l'énerve déjà. Mais le prince dit seulement avec un sourire sur son visage que c'est exactement ainsi. Après tout, la fille est devenue furieuse quand il l'a appelée par un nom incomplet et l'a presque blessée, alors il l'appellera ainsi jusqu'à ce qu'il se remette complètement de ce qui s'est passé. Le personnage principal dit qu'il serait préférable pour lui de prendre des médicaments. Mais son Altesse continue d'appeler la fille par son nom. Il dit que cela sonne si bien, et cela rend la jeune femme un peu gênée, et se retourne. Et puis elle dit qu'il est trop tôt pour qu'il parte demain, et elle espère qu'à ce moment-là, il se sera remis de son traumatisme psychologique. Un peu plus tard, maman se tourne vers Ash et dit qu'elle et le garçon semblent s'entendre très bien. Le personnage principal demande avec qui. Mais ensuite, elle dit cela bien sûr à leur invité, qui est dans la chambre à côté de la sienne. La jeune femme pense qu'il se moque trop souvent d'elle, pour dire qu'ils s'entendent bien. Mais maman donne simplement des biscuits à Ash et dit qu'elle a préparé quelque chose de délicieux. Alors s'il te plaît, laisse sa fille les apporter aux chevaliers de la rue. Après tout, ils ont coupé tellement de bois qu'ils dureraient jusqu'à l'hiver prochain. Alors laissez Ash les régaler, car ce sont ses biscuits aux amandes préférées. Le personnage principal tenant une assiette dans ses mains crie si sa mère bien-aimée a préparé des biscuits juste pour eux. Mais elle demande ce que dit sa fille. Et bien sûr, elle l'a fait cuire pour qu'elles puissent toutes manger ensemble. Après quoi, la jeune femme se rend chez les chevaliers, qui travaillent encore. Mais quand ils voient la jeune femme, ils la saluent. Et Shanna dit que maman leur a fait des biscuits, pour qu'ils puissent manger et se reposer. Après cela, les chevaliers commencent immédiatement leur repas. Le personnage principal pense qu'elle va probablement regretter cette atmosphère piquante. Mais alors, elle entend les cris du prince. Il demande à Ash quand elle lui apportera des biscuits. La fille pense que si seulement il n'était pas là. Elle s'approche du gars avec une assiette de biscuits et dit qu'elle est en route. Mais quand elle lève les yeux, l'assiette de biscuits lui échappe immédiatement des mains. La brune est choquée par cela. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé et la mère crie si la fille a des blessés. Le personnage principal semble choqué et demande pourquoi elle voit que la date de la mort de sa mère a changé pour aujourd'hui. Et Shanna est toujours dans un état second. Et sa mère dit qu'elle va d'abord tout nettoyer pour que personne ne soit blessé, et qu'Adolphe devrait rester immobile pour le moment. Son Altesse s'approche de la jeune fille et lui demande ce qui ne va pas et si elle s'est coupée. Il dit qu'il y a des éclats partout et qu'il est heureux que la fille porte des bottes. Mais le personnage principal ne réagit pas à cela et reste simplement là. Alors le prince la tourne vers lui et voit qu'elle tremble de tout son corps et semble suffoquée. Alors il dit à Ash de respirer en premier. Il prétend qu'ils savent quel danger elle a ressenti. Mais si elle ne respire pas,
Le personnage principal se prend simplement la tête et dit qu'ils doivent de courir, car il devrait bientôt être là. La jeune femme tombe immédiatement de ses pieds après cela. Le prince l'attrape et pense que la jeune fille, qui n'a même pas peur d'une épée portée à sa gorge, tremble déjà beaucoup. Son Altesse dit à H de lever la tête et de lui dire précisément ce qui doit être fait. La jeune femme levant la tête lui dit de prendre les chevaliers et de partir immédiatement, car il n'y a pas de temps pour s'expliquer. Eshana sort immédiatement de ses bras et lui crie de partir immédiatement. Alors le jeune homme dit simplement « Ok », il va à la porte et dit qu'il fera ce qu'elle lui demande. Et en réponse, elle doit faire ce qu'il demande et respirer calmement. Après quoi il part. Le soir, les dames âgées discutent et l'une d'elles demande si elles sont parties, et la deuxième demande si elles ne prévoyaient pas de le faire demain, et pourquoi si urgemment. Eshana entend tout cela. L'une des dames dit que c'est dommage qu'elle ne leur ait pas donné son pain fraîchement cuit, car il semble qu'elles étaient pressées. Le personnage principal demande un moment d'attention, et tout le monde dans la pièce la regarde immédiatement. La jeune femme affirme qu'elle comprend qu'ils sont tous très tristes, que les chevaliers soient partis, mais elle les a appelés à cause d'un autre problème important. Après tout, aujourd'hui des gens qui représentent une menace arriveront dans le village. Elle ne sait pas exactement qui ce sera, mais si les villageois sont soudainement menacés, ils doivent certainement dire qu'ils ne savent rien. Après quoi, elle leur dit une fois de plus qu'ils doivent le faire. Une des femmes s'approche d'Eshana et lui dit d'accord, même si elle ne comprend pas ce qui devrait se passer, mais fait ce qu'elle dit. Elle dit aussi que si H pense cela, alors quelque chose va certainement se produire. La jeune femme se rend compte qu'elle n'aime généralement pas ça. Mais parfois, le « freine porte-bonheur » a encore une certaine utilité. Après cela, le soir est venu. La jeune femme se rend compte qu'elle a prévenu les villageois et supprimé toutes les traces possibles. Elle regarde par la fenêtre et pense qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais elle ne peut pas oublier Fel. La fille pense qu'à présent, ils devraient déjà être dans le village de Fabiz et qu'ils doivent se rendre à l'endroit dont elle leur a parlé. Eshana comprend que ce n'est pas sa faute. Bien qu'elle n'ait jamais cessé de le soupçonner jusqu'à la toute fin, elle en est désormais sûre, car les prédictions ont changé avant même leur départ. Et cela signifie qu'il ne reste qu'une seule option. À ce moment-là, un homme monte à cheval quand il regarde le village. Il dit qu'à première vue, il n'y a pas plus de 20 maisons, mais il pense que moins il y a de gens à tuer, mieux c'est, car c'est aussi une sorte de travail. Alors, cet homme dit à ses chevaliers d'emmener tout le monde là-bas. Après quoi, les chevaliers ont immédiatement fait irruption dans les maisons des habitants. Et puis on les traîne dans la rue, par la force, on leur crie de ne pas résister et de sortir, s'ils ne veulent pas qu'ils utilisent la force. Le personnage principal entend tout cela, et soudain sa mère se tourne vers elle. Mais la fille dit de ne pas s'inquiéter, car s'ils font ce qu'ils disent, il n'y aura pas de problème. Après quoi, les portes s'ouvrent sur leur chambre, et H et sa mère voient naître les chevaliers. Il leur crie de s'agenouiller à côté des autres. Les habitants tremblent tous de peur, et l'homme demande si tout le monde, sans exception, a été amené. Et puis il remarque qu'il n'y a presque que des personnes âgées, et il leur dit d'écouter attentivement. Après quoi, il prétend qu'il déteste gaspiller de l'énergie sur des choses inutiles. Alors laissez-moi répondre honnêtement aux questions, puis demande si le prince est allé dans ce village. Le personnage principal le regarde, mais lorsqu'il fait attention à elle, la fille se penche immédiatement. Elle se demande pourquoi un homme aussi noble visiterait un village aussi petit et isolé, alors qu'il n'y a rien à y voir. Mais l'homme dit que ses traces les ont conduits dans cette direction. La fille demande seulement de quelles traces il parle, mais l'étranger pointe seulement son épée sur elle. Mais la jeune femme le regarde avec surprise. La fille dit qu'il y a beaucoup d'animaux dans les montagnes. L'étranger plante alors un poignard dans le sol et dit qu'elle n'est pas une personne timide, puis demande où se trouve sa maison. Mais la fille répond que c'est juste à côté de la montagne. Après quoi il dit que, à en juger par le calme avec lequel elle répond, toutes les traces ont été effacées depuis longtemps, mais le personnage principal dit qu'il n'y avait aucune trace. L'homme sourit simplement, puis se lève et les chevaliers attrapent l'une des femmes du village. Elle crie immédiatement, l'un des résidents crie ce qu'ils font, et lui dit de retirer ses mains de sa femme immédiatement. Le personnage principal crie, car ils ont attrapé tante Charlie. Elle demande immédiatement à l'étranger pourquoi il fait ça, car elle leur a dit qu'ils n'ont vu personne et que personne n'est apparu là. Mais l'étranger se contente de rire, puis attrape Eshanou par les cheveux, la tirant vers son visage. Et il lui demande si elle pensait qu'il répondrait quelque chose comme « Oh, c'est comme ça !»
et partirait parce que ces villageois sont tellement stupides et naïfs, après quoi, il rejette la fille en arrière, et ses parents courent immédiatement vers la jeune femme et lui demandent si elle va bien. L'étranger dit seulement que cela signifie qu'ils sont ses parents, et ordonne aux chevaliers de les traîner là-bas. Ils attrapent immédiatement la mère du personnage principal, et la jeune femme se demande comment cela est possible, et pourquoi les raisons de la mort n'ont pas encore changé. La fille pense que si tel est leur destin, ils seront tous impitoyablement exterminés. L'étranger pointe simplement la lame dans sa direction et lui demande si elle a décidé de répondre là où se trouve le prince. Mais la jeune fille ne lui dit que la date, le 1er octobre 1922. L'étranger lui demande seulement ce que cela signifie, et le personnage principal dit que c'est le jour où il sera poignardé au cœur, et la personne à côté de lui mourra d'une chute d'une hauteur du 28 septembre. La personne derrière lui mourra de la même cause le 26 septembre. La jeune femme demande s'ils ne savent pas du tout comment aller à la montagne. Les chevaliers ne comprennent pas de quoi elle parle. Et Eshana ajoute seulement que c'est très agréable, car ils ne vivront pas longtemps. L'un des chevaliers crie que cette fille est devenue folle et dit des bêtises. Alors il faut l'achever. Mais lorsque le chevalier court vers le personnage principal, il voit immédiatement que la date change au 24 septembre. La jeune femme est choquée de réaliser que le destin a changé, et le chevalier tombe immédiatement au sol. Celui qui l'a achevé était Fel. Le gars, avec un sourire sur son visage, dit qu'il est venu pour s'assurer que la fille respire correctement. Hérodion ordonne de protéger d'abord les habitants, et la jeune femme ne comprend pas pourquoi Fel est là. Enfin, ce qui est plus important, elle ne comprend pas ce qui vient de se passer, car la prédiction rouge a changé de couleur, et cela n'est jamais arrivé auparavant. La jeune femme comprend que l'inscription change si une personne est tuée avant son heure, mais l'inscription noire est apparue avant sa mort, alors qu'est-ce que c'était de toute façon? Mais la jeune femme est tirée de ses pensées par son Altesse. Elle lui demande ce qu'il fait, mais il dit seulement que ses yeux sont rouges. Alors il demande si elle pleurait. Après quoi il demande s'il a fait une erreur, mais dit ensuite que quelque chose ne va manifestement pas avec la fille. La jeune femme lui dit simplement d'écouter, et lui demande s'il veut la laisser partir. Puis le gars devient immédiatement un peu gêné et s'excuse en lâchant ses joues. Mais ensuite il se demande pourquoi il est soudainement devenu si confus. Et peut-être que c'est juste un jeu de lumière au coucher du soleil. Pendant un instant, il lui sembla qu'Ash pleurait, et cela lui causa une sensation étrange. Mais il repousse immédiatement ses pensées et réfléchit à ce qu'il dit. Après quoi il crie pour que le personnage principal puisse mieux dire si tout cela est sa réaction au fait qu'il l'a sauvé. La jeune femme s'incline immédiatement et le remercie beaucoup de les avoir sauvés, et Fel demande si c'est tous. Le personnage principal pense que s'il n'avait pas aidé, et que les prédictions de ces personnes étaient d'en rester les mêmes, alors les chevaliers auraient vraiment tué tous les villageois. Eshana comprend que lorsque des épées ont été présentées à la gorge de ses parents, elle a ressenti quelque chose de profond dans son âme qui est difficile à décrire. C'était de la rage et du vide, un sentiment si vif et si désagréable que j'avais envie de le déchirer et de le jeter. La fille se demande ce que c'était. Après tout cela, Son Altesse est informée que tout est presque prêt. Mais pendant qu'ils sauvaient les habitants, environ 3 chevaliers réussirent à s'échapper. La brune dit de les laisser, car tous les 3 ne feront rien. Que les chevaliers vérifient donc d'abord l'état actuel des résidents. Le personnage principal regarde le prince. Elle dit que si vous y réfléchissez, comment tout cela est-il arrivé là? Elle dit qu'ils sont partis récemment et demande pourquoi ils sont revenus. Et n'allaient-ils pas au village de Fabise, demande-t-elle aussi, s'ils ne trouvaient non pas le chemin. Le prince se met un peu en colère et lui demande si elle pense qu'il est complètement idiot. Le gars prétend que tout est correct et qu'il allait voir Fabise, car elle lui avait conseillé de faire une copie de son collier. Le propriétaire du magasin a examiné le collier et a déclaré qu'il était immédiatement clair, d'après son apparence, qu'il s'agissait d'un objet précieux et que le travail prendrait donc environ 1 semaine. L'homme demande si cela va aller. Le prince dit que le temps n'a pas d'importance et que l'essentiel est qu'ils le fassent bien. Puis le jeune homme part et dit qu'ils se reverront dans 1 semaine. Lorsqu'il quitte la boutique, il est immédiatement accueilli par Hérodion, qui lui demande s'il a terminé son travail. Son Altesse dit « oui ». Et puis le chevalier suggère de chercher un endroit où loger à proximité. Le gars se souvient de la façon dont il a parlé avec Ash à l'époque. La fille a dit qu'il était toujours impossible de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du médaillon, ce qui signifie, à l'exception du véritable héritier du trône, personne ne pourra comprendre s'il s'agit d'un faux ou d'un original. Par conséquent, un jeune homme peut faire une copie du vrai
et le cacher dans un endroit où personne ne le saura, mais il peut porter le faux autour du cou, car ce sera plus sûr. Le personnage principal, remarquant son regard surpris, lui demande si elle a dit quelque chose d'étrange. Le jeune homme dit immédiatement non et prétend que c'est une excellente idée, car le médaillon est si précieux pour lui qu'il ne pourrait même pas penser à en faire un faux, mais ses poursuivants ne le devineront pas non plus. Maintenant, le jeune homme se souvient comment la fille lui a dit que lorsqu'il quitterait Diantu, il devrait immédiatement se rendre chez l'artisan du village de Fabiz, car elle le connaissait et pouvait se porter garante de son habileté. Son Altesse y réfléchit. Il comprend qu'Eshanaas n'est pas une fille ordinaire. Après tout, ils lui ont mis un poignard sous la gorge et l'ont menacée. Mais cette fille spéciale reste toujours calme. Même si peu de temps s'était écoulé, il s'amusait avec elle. Enfin, parfois, quand il était là. La réaction de la jeune femme était un peu étrange. Fell se demande pourquoi c'est ainsi et ce qui l'a tant effrayé. Puis une révélation lui vient et le gars se tourne immédiatement vers Erdions. Et puis il prétend qu'il retourne à Diantu. Maintenant, le personnage principal s'approche de son Altesse et lui demande s'il a fait une copie du collier, puisqu'il se dirigeait vers Fabiz. Le gars dit que oui, il est allé là où la fille lui a conseillé et a laissé un ordre. La jeune femme lui demande « Alors pourquoi il est revenu ?» Eh bien, il ne veut pas dire qu'il est revenu, parce qu'il était inquiet, et donc il ne sait pas quoi répondre. Et puis il dit qu'il était revenu pour vérifier si elle respirait. La fille demande quel genre de personne c'est, mais le prince la pousse simplement, et crie quel genre de personne elle est, car elle était au courant d'un tel danger, mais ne lui a rien dit. La jeune femme dit qu'il a été blessé, et le jeune homme répond que son corps se rétablit rapidement, car tous les princes sont nés avec la bénédiction de Dieu. Une personne ordinaire aurait besoin de 2 mois pour se remettre de blessures comme la sienne, mais elle peut se déplacer normalement après 2 jours. Et dans 1 mois, il aurait été complètement guéri si la fille lui avait tout dit tout de suite. Le personnage principal l'interrompt et lui dit que, même s'il est capable de bouger, il n'est pas encore complètement guéri. Et de plus, c'est lui qui est persécuté, elle a donc pris la décision la plus raisonnable à son avis. Le gars pense que même si son état laisse beaucoup à désirer, allait-elle vraiment affronter ces gens seuls, même si elle ressentait tout le danger? Son Altesse dit que c'est elle de toute façon. Mais quand le gars voit le visage de la jeune femme, il se tait et demande encore ce qui ne va pas. Le personnage principal dit que, comme il vient de le dire, ses chevaliers ont réussi à s'échapper. La brune dit que tout va bien et qu'il peut les gérer seul, donc elle ne devrait pas s'inquiéter. Mais le personnage principal demande ce qui se passerait s'ils avaient des complices, car ils le suivraient toujours sur ses talons. Et que se passera-t-il si leur village est à nouveau en danger, car il n'a pas l'intention d'y rester pour toujours? Le prince la regarde et comprend que cette fille même dans une telle situation ne se soucie que du village et de ses proches. Il voit que tous ses cheveux sont ébouriffés et ses vêtements sales. Il comprend donc qu'elle a clairement été beaucoup maltraitée avant son arrivée. Le gars soupire et pose sa main sur sa tête. Il dit « Moi, et ne t'inquiète pas, car ce salaud est le 3e prince. » Utiliser de telles méthodes de menace n'est pas son style. Son Altesse lève les yeux vers le ciel et se rend compte que ce salaud fait le contraire. À ce moment-là, le gars aux cheveux bleus est dans sa chambre. Il tient un oiseau dans ses mains. Mais soudain, il entend un cri venant du couloir. Quelqu'un crie qu'il est venu rendre compte d'une tâche. Alors le jeune homme, entendant cela dit, de le laisser entrer. Il s'avère que c'est le même homme à moi qui a attaqué le village. Il crie qu'il est venu dire à son Altesse des informations extrêmement importantes. Le prince libère l'oiseau et demande « Pourquoi tout ce bruit ?» Il s'agit du 3e prince de l'Empire. Elior. Esselend, dit Elior. Il dit à l'homme de ne pas salir le tapis et de se présenter à la porte. Il obéit à sa majesté et dit qu'il sera étonné lorsqu'il l'entendra. Après tout, il a trouvé le 1er prince dans le village de Dienta. Le garçon aux cheveux bleus demande s'il l'a amené, et le garçon répond qu'il y a eu quelques difficultés avec cela, car les chevaliers qui gardaient le prince s'occupèrent de presque tous ses subordonnés. Il était donc incapable de faire quoi que ce soit. Il affirme que le 1er prince a été visiblement grièvement blessé, mais pense qu'il a reçu des soins presque immédiatement, ce qui lui a permis de diriger l'équipe, sans aucun problème. Le 3e prince dit que son frère a reçu beaucoup de bonnes bénédictions, après quoi il demande si le gaz a quitté son peuple et s'il s'est lui-même enfui. Il essaie de se justifier et dit que le 1er prince les a attaqués et qu'il n'avait pas le choix. Estlend le regarde, et il dit seulement qu'il a dû faire un rapport à son Altesse sur les résultats de la recherche et demande à quoi cela servirait s'il mourait.
mais le prince demande seulement ce qu'il entend par attaquer. L'homme dit que les traces du premier prince l'ont conduit au village de Dienta. Et alors qu'ils interrogeaient les villageois, le prince l'interrompt. Il dit que c'est très étrange, parce que le gars n'aurait pas pu laisser de traces derrière lui. Et même si c'était le cas, c'est pourquoi son interlocuteur était si sûr qu'il s'agissait du prince. L'homme ne sait même pas quoi répondre à cela, et le jeune homme aux cheveux bleus demande ce qui s'est passé d'autre, puis me dit de tout rapporter dans les moindres détails. Chaque action. Après que le gars ait écouté toute l'histoire, il demande s'ils ont eu recours aux menaces. L'homme comprend qu'il suffit de regarder le prince, et il est déjà clair qu'il n'accepte pas de telles méthodes, donc il n'a rien voulu dire. Ou le prince n'est pas aussi tendre qu'il le pensait. Le gars prétend qu'il y avait aussi une fille étrange là-bas. Après tout, alors qu'ils intimidèrent les habitants, elle a soudainement commencé à dire des bêtises, comme si 2 chevaliers allaient ainsi mourir, les 26 et 28 septembre, à cause d'une chute de hauteur, et qu'il était censé mourir aujourd'hui. Le prince lui demande si elle est diseuse de bonne aventure, et l'homme répond qu'en chemin, ces 2 chevaliers sont effectivement morts dans une chute, mais que ce n'était qu'un accident, et qu'en plus, il est arrivé vivant. Le prince dit de m'en dire plus sur cette fille. Puis le subordonné commence à raconter. Il dit que le nom de la fille est H, et qu'elle semble avoir une 20aine d'années, et des cheveux roux, et des yeux écarlates. Le prince dit que si elle prédit vraiment l'avenir, alors on peut dire qu'elle voit la mort. L'homme dit que cela semble même drôle, et dit à son Altesse qu'il s'est bien plaisanté. Le garçon aux cheveux bleus demande seulement s'il sait autre chose, mais il dit qu'il n'y avait rien d'autre de spécial. Le prince dit alors à son subordonné qu'il a fait du bon travail, et qu'il peut maintenant aller se reposer. L'homme le remercie, et part, tandis que le prince ordonne à 2 de ses subordonnés de se débarrasser du gars. Après quoi, il s'habille de sa tenue et sourit, puis dit qu'ils vont à Dientu. Les chevaliers à ce moment-là calment les villageois. L'un d'eux dit qu'ils ont eu affaire à tous ces vilains bâtards, et une dame dit qu'après ces paroles, « Je me sens enfin mieux ». Elle dit qu'elle a de la chance que les chevaliers soient à proximité, mais ils disent que c'est leur faute, car à cause d'eux, ils ont dû endurer tant de choses. Mais la dame dit que tout va bien, et demande s'ils peuvent prendre son pain. Il la remercie pour ses soins. Le personnage principal regarde tout cela. Elle soupire avec aisance, et pense qu'une semaine s'est écoulée avec vous. Les prédictions des habitants sont devenues les mêmes, et bien que lentement, il semble que tout le monde s'éloigne progressivement de ce qui s'est passé. Elle dit à sa fille de se reposer au moins 1 minute. Et Shanna essaie de dire qu'elle va bien, mais sa mère ne l'écoute même pas, et dit qu'il n'est pas nécessaire de faire semblant qu'elle va bien. Après tout, elle s'inquiète pour sa fille. Le personnage principal soupire, et pense que tout va vraiment bien pour elle. Puis elle s'assoit à la table et réfléchit. La jeune fille comprend que si elle avait été une personne normale, elle serait devenue blanche de peur et aurait clairement été sous le choc. Mais la fille pense que cela ne l'affecte pas du tout. Elle pense qu'elle devrait au moins faire semblant. Mais soudain, quelqu'un s'approche d'elle par derrière et l'appelle par son nom. Il s'avère que c'est son Altesse. Le gars dit que même si elle a dit qu'elle avait un caractère équilibré, ce qui s'est passé aurait dû la choquer elle aussi. Il prétend comprendre qu'elle ne veut pas inquiéter ses parents, mais il n'est pas nécessaire de lui faire semblant. Et Shanna le regarde et pense que ce n'est pas du tout comme ça, puis dit que cela ne l'a vraiment pas affectée du tout, mais le gars dit qu'elle recommence. Le prince affirme que de toutes les filles qu'il a vues, elle est la plus inhabituelle, mais tout le monde a parfois besoin de s'exprimer, sinon ce sera très difficile. La jeune femme le regarde et dit ensuite qu'il a raison et qu'elle a essayé de l'ouvrir. Mais à cause de l'horreur qu'elle a vécue, elle ne peut même pas manger. C'est si dur pour elle. Son Altesse commence à s'inquiéter à ce sujet et la jeune dame continue son discours. Et Shanna dit qu'elle a une constitution mentale si fragile que de tels cas semblent être simplement les miens. Et pour être honnête, même maintenant, elle pleure presque de peur. Fell dit à Ash qu'elle devrait plutôt lire ses livres. Il pointe sa main et lui dit de regarder la chair de poule qui y est apparue. La jeune femme se demande s'il l'a vue tout de suite. Son Altesse pose simplement sa main sur la tête de la jeune femme et dit qu'elle est sûre que tout va bien, puis il ne dira plus rien. Et à partir de maintenant, il ne créera plus aucun problème. La jeune femme n'a donc pas à s'inquiéter. Mais la jeune fille demande seulement s'ils ont par hasard un chien dans leur palais. Le gars ne comprend pas de quoi elle parle et prétend qu'elle ne comprend pas. Et Shanna montre sa main et dit que ces derniers temps il pose sa main sur sa tête, très souvent, avec une telle facilité. Le jeune homme rougit à ces mots et retire aussitôt sa main. Il crie cache à tout faux, et ce n'est pas ce qu'il veut dire. Et aussi que c'est un geste involontaire.
Mais la jeune femme n'en rit que. Puis le gars rougit encore plus et est surpris. Le personnage principal aux cheveux roux continue de rire et demande pourquoi il est si gêné. Elle dit que son Altesse est devenue complètement rouge. Le jeune homme crie qu'il voulait seulement la consoler. Le personnage principal s'éclaircit la gorge et dit que d'une manière ou d'une autre, elle est heureuse que rien ne se soit passé au cours de la semaine écoulée. Mais pour être honnête, elle est toujours un peu inquiète. Le prince dit que, comme il l'a dit plus tôt, je dois m'inquiéter parce que ce salaud n'aime pas de telles méthodes de menace. La jeune femme lui demande alors quelle méthode il préfère. La brune dit que cela peut paraître étrange. Mais le troisième prince aime mener les conversations de manière noble. Et au cours de la conversation, il achève ses adversaires, en regardant les éclaboussures voler. Ce type est un sale type, et l'attaque qui s'est produite n'est clairement pas son style. Et même s'il est derrière tout ça, il ne fera pas deux fois la même chose, donc ce village n'est plus en danger. La jeune femme réfléchit un instant à cela, et le prince ajoute que, bien sûr, s'il reste plus longtemps là-bas, il ne sait pas comment les choses vont se passer. Alors il dit qu'il pense partir demain matin. La fille le regarde et dit que si on y pense, il a déjà été retardé d'une semaine. Alors elle demande si cela nuit trop à ses plans. Mais le prince prétend que ce n'est pas un gros problème, car il a dit qu'il faudrait exactement une semaine pour fabriquer le collier. Et le personnage principal comprend maintenant pourquoi il a décidé de rester plus longtemps. Le jeune homme soupire simplement et dit qu'il semble que progressivement, tous les habitants du village reviennent à la normale. Alors c'est le moment de partir. Le personnage principal dit qu'en effet, ils partiront demain. La brune ajoute qu'en même temps, il a également dissipé tous ses soucis, afin que la jeune fille puisse être reconnaissante. Mais la jeune femme lui dit simplement d'emballer ses affaires, et elle peut les envoyer immédiatement. Le lendemain, les chevaliers disent au revoir aux villageois, à qui on demande s'ils partent vraiment cette fois-ci. L'un des chevaliers dit qu'ils ont déjà une dette envers eux. Mais les habitants disent simplement que ce n'est pas du tout comme ça, et qu'ils peuvent rester encore un peu de plus, il fera bientôt plus froid. L'un des résidents dit avoir entendu dire qu'ils devaient rentrer chez eux et poursuivre l'entreprise familiale. Ils entourent les chevaliers, et un autre habitant dit que, bien sûr, il est clairement issu d'une famille noble. Croyez-moi, sa famille l'a envoyé en voyage à travers le pays dans le but de s'auto-éduquer, et les parents du gars sont clairement inquiets maintenant. Le prince se demande à quel point ils ont inventé son origine. Et pour une raison quelconque, tout le monde a des théories différentes. Mais alors, le personnage principal s'approche de lui et lui tend un sac à la main. Le gars demande ce que c'est, et la jeune femme insiste sur le fait que sa mère a fait cuire les biscuits pour qu'il puisse les manger quand il a faim. Après cela, ils disent qu'ils partiront probablement. Les habitants leur souhaitent un bon voyage et leur disent que s'ils passent un jour par là, ils devraient passer leur voir. Ils disent également à Ash qu'il n'est pas trop tard pour revenir. Le personnage principal dit qu'elle le fera, mais alors elle réalise ce qui a été dit. Maman dit qu'elle pensait que ce serait bien si elle accompagnait les chevaliers au village de Fabiz, et la jeune femme demande pourquoi. Mais la femme l'interrompt et dit qu'elle est très timide et lui rappelle quelqu'un. La mère du personnage principal dit qu'elle la comprend parfaitement, mais qu'elle peut arrêter de s'inquiéter pour eux, et en même temps s'amuser. Elle dit donc à sa fille de prendre son temps et de rentrer chez elle prudemment. Et Shanna pense que les villageois la regardent avec trop de gentillesse et dit qu'ils ont mal compris quelque chose. Mais ils ne l'écoutent pas et ne lui disons pas de faire attention. Alors la jeune femme accepte et dit qu'elle ira. Alors qu'ils sont déjà en route, le prince dit combien il est touchant que le bon Ash ait accepté de les accompagner. La jeune femme se souvient des paroles des villageois, selon lesquelles elle avait un bon cœur, et de la façon dont il la félicitait. Le prince demande pourquoi elle a une telle expression sur son visage. Ou peut-être que c'est le visage cash, gentil et attentionné a habituellement. Et Shanna se tourne simplement vers lui et lui demande avec colère s'il n'aime pas quelque chose, et son Altesse dit que leur gentil et attentionné Ash pourrait ne pas savoir quelque chose. Puis la fille crie de colère et son Altesse éclate de rire. Il essuie ses larmes de rire et dit qu'il lui a déjà demandé plusieurs fois de lui en dire plus sur ses capacités, car si quelque chose arrive, peut-être qu'il pourra l'aider d'une manière ou d'une autre. La jeune femme se souvient qu'il s'est approché d'elle et lui a demandé si elle avait parlé de ses prémonitions aux villageois. La fille a dit oui, puis le prince a demandé si cela ressemblait aux capacités d'un voyant ou simplement à une sorte de prémonition. Mais la jeune femme s'éloigna en silence. Maintenant, elle dit qu'ils ne se reverront plus jamais, de toute façon. Par conséquent, il n'y aura aucune situation où elle aura besoin de son aide. Le gars réfléchit et dit que si elle ne veut pas parler,
Ce n'est pas la peine.